Nous allons commencer le conseil dans une petite minute. Bonsoir à toutes et à tous, et nous allons commencer ce conseil communal du 20 décembre 2018. Le point 1 de l'ordre du jour, c'est Société Wallonne des Eaux, SWE, désignation d'un représentant au sein du conseil d'exploitation. Il faut savoir que par le passé, le conseil d'exploitation de la SWE avait un pouvoir décisionnel. Maintenant, le conseil d'exploitation n'aura plus qu'un avis consultatif. Alors, ils seront consultés sur les programmes de travaux de la SWDE, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux. Ils remettront également des avis à toute question qui leur est soumise par le conseil d'administration ou le comité de direction. Donc là, la SWDE nous demande de désigner un membre pour être présent au niveau du conseil d'exploitation, et il faut que ce soit un membre du collège communal, je dis bien collège, et ils aimeraient plus particulièrement avoir les choix des travaux. Donc, c'est pour cette raison que l'on va vous proposer de désigner M. Marc Anchon, les choix des travaux, à ce poste au sein du conseil d'exploitation. Je ne vais pas faire des questions ou des remarques particulières. Non. Non. On peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Le point 2 de l'ordre du jour, ordonnance de police administrative. Ce sont des modifications sur les prix des amendes qui concernent le stationnement. Alors, au lieu d'amende de 55 €, on doit mettre une amende administrative de 58 € dans le règlement des sacs, et les amendes à 110 € passent à 116 €. Je ne sais pas, il faut bien qu'on harmonise les coûts avec. Donc voilà. Je ne vais pas faire des questions particulières. Oui. Bon, pas de questions, simplement pour vous dire que le groupe Agir Ensemble va voter cette modification en espérant qu'elle soit suivie des faits, en particulier en matière de stationnement. Eh bien, je peux vous assurer, monsieur Chaumont, que vous allez voir, quand on va le nombre de PV qui ont été dressés pour le stationnement, c'est assez important. Ça, je peux vous le dire. Vous allez voir, quand on aura les chiffres de vous, c'est énorme. Voilà. Donc, chez vous, pas de remarques particulières? On peut voter? Modification? Oui. 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 Et oui. Merci. Le point suivant, ASBL Recycle, convention concernant la collecte et la revalorisation des encombrants ménagers, période 2019 à 2021, adoption. Madame Koenings, je vous passe la parole. C'est simplement pour prolonger le contrat. On est parti pour 2 ans, en étant plutôt moins cher. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. Non, simplement vous dire que nous votons pour, parce que c'est un excellent service à la population, et qui plus est organisé par une entreprise d'économie sociale très méritante. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Monsieur Stem? Oui. Oui, C'est un excellent service que la commune bénéficie, bien sûr, nous voterons pour vous aussi. Juste une petite question par rapport aux articles 60. Est-ce qu'on a fait le nécessaire pour éventuellement avoir des articles 60 qui puissent
y travailler. Voilà. Oui. C'est une Écoutez, faculté qui est donnée aux communes, mais Oui. pour ce faire, il faut que cette personne-là ait un moyen de locomotion. Ah, d'accord. Chez Persic. Et le jour où on aura un candidat qui répondra à ces critères-là, on se fera plaisir de vous proposer avec ça. Ok. oui, parce qu'en plus, ils nous ont sollicité. Ils nous ont dit, si vous avez des articles 60 désireux de venir travailler chez RC, Oui. envoyez-les nous, mais il faut avoir un candidat, Un profil. un profil. Ça, c'est le plus important. Jusqu'à présent, Mhm. on en a pas eu. Ok. Donc voilà. Merci. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Merci. Oui. 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 Et oui, merci. Point 4 de l'ordre du jour, subside 2019 aux associations, répartition. Et là, je vais passer la parole à M. Michel Parot. Et je ferai laisser mon débat. Voilà la répartition des subsides 2019. Donc, c'est pratiquement la même qu'en 2018, à une exception près, c'est qu'on a voulu aligner, je veux dire, la maison des jeunes à tous les comités de jeunes, jeunesse, etc. de la commune. Donc, de 5 000, il passe à 2 000, comme la majorité des clubs de jeunes de jeunes. Y a-t-il des questions ou des remarques particulières? Nous avons quelques remarques par la voix de Bénédicte Roy. Monsieur le bourgmestre, nous voterons bien évidemment pour votre répartition des subsides car toutes les associations en ont bien besoin. En effet, celle-ci composée de bénévoles de tous les villages qui donnent leur temps et leur énergie pour faire vivre notre commune, tant au niveau sportif, festif que culturel, doivent être soutenues. Cependant, nous regrettons à l'analyse de vos chiffres un manque évident de dynamisme, d'ambition par rapport aux associations purement culturelles. Le montant minimaliste de 7 050 € pour l'ensemble des associations de nos villages nous interpelle. Encore plus si on compare aux 10 250 € de contribution financière au centre Spa Stoumont-Jalais. Nous ne pouvons dès lors que regretter que la culture reste encore trop peu soutenue au sein de notre commune, si riche et si diversifiée. Puis-je aussi pour ce poste vous faire remarquer une erreur d'écriture dans le budget 2019 ou dans le document de répartition. En effet, le montant inscrit pour les subsides aux associations culturelles est de 7 175 €. Il est donc différent de 125 €. Nous nous étonnons également de l'utilité de reprendre de votre répartition les 20 000 € pour l'Office du tourisme Jalais-Sarre. Étant par nature une association mixte de gestion, ce montant ne sert ici que de gonfler votre proposition de subside et ne devrait pour nous pas s'y trouver. Je terminerai par une question toute simple sur vos critères d'octroi des différents subsides aux associations. Nous vous laissons le temps d'un prochain conseil pour y répondre, mais nous aimerions vraiment connaître vos mécanismes de décision pour déterminer ces montants. Je vous remercie. Bien, merci. Ben, ça va. Nous vous donnerons réponse. Oui, tu peux y aller. Le mécanisme de répartition, je veux dire, elle date certainement de plus de 18 ans, toujours des anciennes législatures. Et je veux dire, pour trouver les critères de, je ne parle pas des clubs sportifs, hein, je parle des jeunesses, des comités, je veux dire, Jalais, Sarre, Viester, Tige, Sur-Master, pour trouver un critère de distribution de subsides, je veux dire, c'est pratiquement impossible. Je pense que ceux qui étaient là avant nous l'avaient bien compris aussi. Et ils sont partis, eux, sur la base, c'est peut-être risible, mais ils sont partis sur la base du revenu cadastral de ça. Voilà sur quoi ils sont partis. Et depuis 18 ans, on est toujours resté sur le même subside qu'on a augmenté petit à petit, mais on est parti de la base du revenu cadastral des salles. Parce que toutes les jeunesses qui étaient propriétaires de leurs salles, sont peut-être une, mais bon, on a mis sur les autres. Mais à part ça, on s'est déjà penché il y a, je crois qu'il y a 10 ans d'ici, où je pense que l'ancien chef de la jeunesse avait voulu faire un groupe de travail pour pu revoir les critères, etc. Mais finalement, ce groupe de travail n'a pas eu lieu, ne s'est pas mis en place. Et si même il s'était mis en place, je ne vois vraiment pas sur quels critères on aurait pu, soit le nombre de manifestations, soit le nombre de membres, mais tout ça est un peu... et je trouve que, comme elles sont réparties là, on a eu jusque maintenant aucune réclamation d'aucune jeunesse.
Et elles semblent se satisfaire de ce qu'elles ont pour l'instant, et voilà. Et pratiquement toutes les jeunesses de tous les hameaux organisent plus ou moins la même chose, parfois une manifestation de moins, mais bon. Je ne vois pas ce qu'on pourrait changer, je vais dire, là-dedans. Oui. Mais voilà, on est ouvert à toute proposition éventuelle, mais je vous dis, c'est pas facile. Hein. Et on est parti sur la base de revenu cadastral il y a 20 ans ici. Donc. Et on a essayé depuis d'équilibrer. Ben oui, et maintenant, pratiquement tout le monde est équilibré, je ne dis pas sur l'européenne, bon, on essaye d'équilibrer tout le monde. Hein. Et la somme globale est quand même énorme. Hein. Si vous voulez, vous pouvez comparer dans d'autres communes, vous verrez ce que donnent les communes aux associations. Franchement, à Genève, ils ont vraiment pas sportive et culturelle également, mais c'est vrai que ça fait quand même, c'est quand même bien, je dois dire. Vous pouvez comparer. Je vais peut-être passer la parole à Claude ou à Didier, je ne sais pas. Oui. Si pas- On se pose aussi la question de savoir quels sont les critères. Vous dites que c'est ici, on a copié la répartition qui était de mise l'année précédente et certainement les autres années. Maintenant, tant que ça tourne comme ça, on va dire ça peut continuer, mais si un nouveau club, une nouvelle association vient dans la commune, en fonction de quels critères est-ce qu'on va décider, oui ou non, d'accorder un subside? Bon, en général, on les accepte. Toutes les associations communales qui demandent un subside reçoivent un subside et on compare, on regarde le but social de l'association qui nous demande le subside et en général on s'aligne sur une association qui correspond à celle-là. Oui, bon. C'est une nouvelle organisation, ils n'auront pas beaucoup de membres au début, donc. Oui, non, on ne donne pas le nombre, on ne donne pas de subside en fonction du nombre de membres, hein, parce que sinon, je crois qu'il y en a qui n'auraient vraiment pas grand-chose et d'autres qui n'auraient vraiment beaucoup. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce que ce ne serait pas possible de mettre en place une commission avec quelques conseillers communaux pour justement estimer ce qu'il en est au niveau de ces subventions? Certains méritent peut-être plus, certains ont peut-être trop, et vivent peut-être trop confortablement en utilisant les subsides, d'autres en auraient peut-être plus besoin. Parce que ça, on le constate nous-mêmes chaque année, hein, parce qu'on reçoit les comptes de toutes les SBL, de tous les comités chaque année. La directrice générale doit vérifier tous les comptes, doit voir si l'argent que nous on donne sert bien, je veux dire, à équilibrer le budget de l'association. Donc, on suit ça d'année en année, on voit bien si un club ou une association est en difficulté, on le voit tout de suite. Quoi. Et jusqu'à présent, ben, ça s'équilibre. Oui, donc les associations, les clubs calculent leur budget pour tomber à l'équilibre. Ils pourraient peut-être faire plus d'efforts ou certains sont obligés de faire beaucoup d'efforts parce qu'ils ont peut-être besoin d'un peu plus. Ça reste pas en année la même chose. Bon, on restera, je pense, vous êtes déjà très très bien, je le répète, mais c'est vraiment très bien. Ok, d'autres questions? J'ai une petite, ça concerne les clubs de foot. Moi, j'aurais bien voulu savoir comment on subsidiait les clubs de foot. C'était par rapport aux jeunes qu'on formait, ou bien, voilà, j'aurais voulu connaître le critère, parce que j'ai vu que les deux avaient la même chose. Je ne critique pas, j'aurais juste voulu savoir comment on faisait pour calculer ça. C'est-à-dire que les deux clubs de football, je veux dire les deux gros comités de football, ont chacun la même chose, mais les commissions des jeunes, c'est en fonction du nombre d'affiliés, de jeunes qui sont inscrits dans les clubs. C'est pour ça qu'on retrouve plus à ça, parce qu'il y a plus de jeunes à ça qu'à jamais. Mais question gros comité, donc équipe première, les actes, etc., c'est le même pour ça. Donc on prend bien, je prends en compte le nombre de jeunes qu'on forme. Donc ça, Il y a différents là. Hein. Si je peux me permettre de faire une petite réaction par rapport à ces subsides, moi ce que je suis un peu, je trouve ça un peu dommage que les 3 000 € qui ont été atterris ne sont pas répartis justement, je rejoins Bénédicte au niveau, par exemple, de la culture, c'est quand même toujours les parents pauvres de notre commune. Il n'y a pas plus tard que dimanche dernier, Julie Mosset, qui est quand même ici, qui organisait un concert. La commune pourrait peut-être agir une fois par an aussi pour cette Oui, manifestation. parlons de Julie Mosset, monsieur. Voilà. Mais je prends un exemple, Non, mais... il y en a d'autres. Hein, voilà. Non, mais
parlais d'une personne qui a fait un concert ici dimanche à Jalais et qui est venue nous trouver pour avoir peut-être de l'aide dans l'organisation de ce concert. Et bien, nous l'avons aidé. Parce que si vous avez vu, elle a fait la première page du centre, du comité, enfin du centre culturel qui a envoyé tout le programme. Elle est en première page. Je ne sais pas qui l'avait fait, ça. Hein. Ah non, et c'est qui alors, M. Collin? Je suis désolé, mais... Oui, mais c'est qui si c'est pas nous? Du sol culturel, c'est le sol culturel qui le fait. Suite à la demande de qui? Suite au conseil d'orientation de la commune. Non, suite à qui? Ben, suite à notre demande. Donc ça a été fait, parce qu'on fait quand même partie du centre. Comme vous le rappelez, on donne un subside de 10 000 €. Donc ils ont mis Julie Mosset en première page de couverture. Deuxièmement, elle avait des gros problèmes d'organisation parce qu'il fallait qu'elle loue un piano. Qui est-ce qui a pris la location du piano en charge? Vous savez? Je pense que c'est le sol culturel de En Spa. partie. Enfin, le sol culturel de Spa. De Spa? Je pense. Le centre culturel en partie et la commune le reste. Et le commune le reste. Bon, voilà, vous demandez, vous parlez de quelqu'un, alors que nous l'aidons. Oui, mais il faut aussi une démarche des personnes qui ont envie d'être aidées également. Hein. On ne saurait pas être derrière tout le monde si personne ne vient nous trouver, etc. Donc, on fait, et on aide les gens. Et en plus, les gens de la commune, dans leur développement et dans leur concert, qui est plus un concert de Noël, elle le fait depuis des années, des années et des années et des années. Et voilà, nous l'avons aidé. Donc c'est très bien, je pense. Ok. Ben oui. Non, mais c'est bien si vous l'avez fait. Ah ben oui, oui, vous pourrez vérifier parce que... Oui, je parle de vérifier, vous Il faites n'y a pas de confiance. souci. On peut voter la répartition des subsides? Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui, merci. Point suivant de l'ordre du jour, c'est la dotation 2019 à la zone de police d'Espagne. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une légère augmentation qui est essentiellement due à l'indexation des salaires et à l'évolution barémique des salaires de la zone de police. Rien d'autre pour l'instant. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou des remarques particulières. Nous avons des remarques, c'est Vincent va nous en parler. Monsieur le bourgmestre, avant d'intervenir sur le sujet de la dotation en faveur de la zone de police, j'aimerais remercier nos forces de l'ordre qui, au quotidien, veillent sur la société. Dernièrement, les forces de l'ordre ont payé un lourd tribut suite aux actes d'une extrême violence perpétrés sur le territoire de la zone. Amaury Delray a battu le 26 août dernier, lors d'un contrôle routier, 2 autres policiers de la zone blessés lors de la fusillade de Tiège le 14 octobre 2018. Après ces fusillades, certains policiers ont avoué être sur les genoux. Nous ne dégagerons donc jamais assez de moyens financiers pour leur permettre d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. La sécurité des citoyens n'a pas de prix. Qui doit payer quoi? Il est évidemment de bon ton pour l'ex-ministre de l'Intérieur, lors de tragiques événements tels que ceux vécus à Spa, de remercier les policiers pour le travail effectué au quotidien, dans les conditions souvent bien difficiles. Mais il lui est beaucoup plus difficile par contre d'engager les mesures nécessaires afin de permettre à ces mêmes policiers de travailler dans des conditions optimales de sécurité et de bien-être. Pour revenir au débat proprement dit de la dotation de la zone de police, ce n'est pas tant l'augmentation qui nous préoccupe, 3% cela reste raisonnable compte tenu de cette époque trouble qui est la nôtre, c'est bien évidemment la clé de répartition des moyens humains entre les 3 communes composant la zone qui nous préoccupe. La commune de Jalais contribue au financement de la zone à hauteur de 683 188 € et quelques, ce qui représente 102 € par habitant de plus de 18 ans. Ce n'est pas grand-chose, me direz-vous, pour bénéficier d'une bonne police. Certes, mais si Jalais est un paradis fiscal, c'est aussi devenu, depuis quelques mois, le paradis des voleurs. La seule solution pour éradiquer ce fléau est d'obtenir plus de présence de policiers. De l'aveu même de ceux-ci, il manque de moyens pour réaliser des enquêtes efficaces pouvant amener à l'arrestation des auteurs. Monsieur le bourgmestre, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que Jalais ne soit pas le parent pauvre de cette zone. Nos citoyens le méritent. La population
ne cesse d'augmenter à Sarre et à Jalais. Cela apporte donc de la richesse. Du coup, la commune perçoit plus d'argent grâce à l'IPP. Nous serions donc en droit de nous dire que cela servira à développer de nouveaux projets, en particulier en matière de sécurité et de sécurité routière. Mais force est de constater qu'il n'y a rien d'appétissant dans votre budget extraordinaire. Tout au plus, l'achat de 2 radars préventifs, c'est un peu léger pour un menu de fin d'année. La sécurité et la sécurité routière doivent être mises aux urgences de Jalais. On doit obtenir une meilleure répartition des moyens en présence. Je vous remercie. Eh bien, merci de votre intervention. Mais je ne peux pas dire heureux d'entendre ça, mais c'est bien la première fois qu'on me dit qu'il faut qu'on fasse le maximum pour la sécurité. Je peux vous dire qu'il ne faut pas tout confondre non plus, c'est la zone de police et notre budget communal, c'est tout à fait différent, c'est pas la même chose. Et au niveau de la sécurité routière, c'est vrai que les choses doivent être faites, mais je pense qu'elles ressortiront essentiellement au niveau de la CLDL, des consultations citoyennes que l'on a eues. Maintenant, au niveau de la répartition de la dotation de la zone, la répartition est fonction d'une loi qui est la loi KUL, et là, on ne saura pas la modifier, c'est une loi fédérale, mais il faut quand même savoir que l'augmentation ne fait pas plaisir en général à toutes les communes, que ce soit la zone de police ou la zone de secours, parce qu'on pourrait parler de la zone de secours, et la zone de secours, elle est partie au 12e provisoire parce qu'ils n'ont pas voulu voter le budget maintenant. Donc on est parti pour 3 mois en budget provisoire, donc on ne sait pas ce que donnera le budget final. Ce sera à voir, mais la présentation du budget au nouveau bourgmestre de la zone n'a vraiment pas été favorable. Et là aussi, pourtant, la sécurité au niveau de l'incendie, c'est très très important. Donc maintenant, au niveau de la zone de police, il est vrai que notre zone a été quand même a subi vraiment des choses très très importantes et les policiers en sont vraiment fortement marqués. Mais je pense qu'au niveau de la zone de police, tout est fait pour essayer de faire le nécessaire pour que tous les policiers se sentent bien dans leur travail et travaillent surtout en sécurité. Il faut quand même savoir qu'on a racheté du matériel a été acheté, heureusement d'ailleurs, parce que tout le monde ne le voit approcher. Mais au niveau des gilets, etc., tout le matériel a été revu et on a acheté du matériel en suffisance. Maintenant, tout ce qui est service au niveau des vols, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des vols dans la commune de Jalais, ça il ne faut pas le nier, mais pas que dans la commune de Jalais. Il faut quand même savoir que des patrouilles, que des combis patrouillent pendant la nuit dans la commune, on ne les voit peut-être pas toujours, mais je peux vous dire qu'ils y sont, ils sont là. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand il y a eu ce problème au niveau de Thiège, au niveau du rond-point, il y avait énormément de policiers parce qu'à ce moment-là, il y avait justement le contrôle et en plus, les policiers qui étaient ici à Jalais ont été en renfort là-bas. Donc, il y a vraiment eu, il y a quand même une présence importante. Il faut savoir, et je vous le dis aussi, que la zone de police fine collabore maintenant étroitement avec la zone de Mastal, Stavlon-Malmedy, pour ce qui est d'aide et de complémentarité. Parce qu'il est très difficile pour une petite zone comme la nôtre, hein, on n'est quand même que 3 communes, d'avoir beaucoup d'équipes qui circulent pendant la nuit. Il faut savoir que les policiers qui travaillent pendant la nuit, une fois qu'ils ont fait leur quota d'heures, ne peuvent plus faire des heures, même pas des heures supplémentaires, ni rien. Ils ont fait leur quota, ils ont fait leur quota, point. Donc, c'est des choses qui ne sont pas faciles et également, il faut quand même savoir que les policiers sont quand même très souvent sollicités pour des manifestations dans les communes. Mais là aussi, je vous assure, faites par exemple le 11 novembre, le petit défilé jusqu'au monument sans police, nous avons essayé une fois ou deux. Bon, on a eu la chance de ne pas avoir un musicien écrasé par une voiture ou par un foudin qui ne comprenait pas pourquoi il devait attendre 10 minutes parce qu'il y avait une commémoration à nos héros des différentes guerres. Donc, très difficile, mais ça se passe toujours le week-end également. Donc, les policiers, on ne peut pas les mobiliser pour 1 heure ou 2, c'est d'office 4 heures minimum, donc pas simple. Donc voilà, mais je vous entends bien, et je pense que l'augmentation ici
de 3%, comme vous dites, pour le budget 2019, est vraiment une augmentation minime. Et je ne suis pas certain que lors de la modification budgétaire qui aura lieu à la zone de police, qu'on sera toujours à ce niveau. Un nouveau résultat. Voilà. Oui. Pas de remarques? On peut voter, s'il vous plaît? Non. 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 Oui. 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 Et oui. Point suivant, c'est le budget ordinaire extraordinaire de l'exercice 2019 du CPAS. Et là, je repasse la parole à nous, la présidente du CPAS. Merci. Donc, le budget ordinaire 2019 du CPS prévoit des recettes et des dépenses s'élevant à 1 812 352 €. Après 5 années consécutives sans modification de l'intervention communale, celle-ci est augmentée de 110 000 € et s'élève dès lors à 698 274 €. Aucun prélèvement ne sera effectué sur le fonds de réserve ordinaire pour l'élaboration de ce budget. En cas de réalisation complète du budget 2018, le solde présumé de ce fonds à la clôture de l'exercice 2018 sera de 23 930 €. En l'année 2019, le montant estimatif du fonds spécial de l'aide sociale communiqué par la région est de 60 556 €, soit une stabilisation par rapport au budget initial de 2018. On note une légère augmentation de 3% en frais de personnel. Concernant les frais de fonctionnement, on prévoit une diminution de 13%. Ceci s'explique principalement par la suppression de 6 places en initiative locale d'accueil. En juillet dernier, le gouvernement fédéral a lancé son deuxième plan de réduction du réseau d'accueil des demandeurs de protection internationale. Notre CPS passe de 12 à 6 places, nous permettant d'arrêter la location de 3 appartements privés pour accueillir ces demandeurs. Cette réduction de places a de ce fait un impact sur les subsides accordés qui diminuent aussi de moitié. La priorité pour le CPS de Jalais reste évidemment de privilégier la politique d'activation sociale par l'insertion socio-professionnelle, comme on le fait depuis 5 ans. Pour des raisons diverses, les résultats ont quelque peu souffert en 2018. Néanmoins, en 2018, 13 personnes ont bénéficié de l'insertion socio-professionnelle via le dispositif article 60. Concernant l'insertion sociale, la concrétisation de la reprise de la maison du presbytère de Jalais a vu la mise sur pied de nouveaux projets permettant l'inclusion de notre public les plus fragilisés. Sa mise à disposition au tissu associatif permet également de maximaliser son occupation tout en appliquant une location à prix très démocratique. Au service extraordinaire, on prévoit un prélèvement de 24 000 € afin de poursuivre le projet d'aménagement du terrain de PSB appartenant au CPS en vue du financement de la rénovation du bâtiment du CPS. Ce budget est en parfaite continuité à la politique sociale qui a été initiée ces dernières années. Je ne sais pas s'il y a des questions. Comment parlez-vous, monsieur Nicolas? Oui, ou bien Didier? Voilà, Denis va le faire. Donc en fait, il y a donc une augmentation de la dotation communale de 110 000 €. Ça représente quand même un pourcentage assez important. Alors que vous venez de le dire, les dépenses et les recettes n'ont pas fondamentalement changé. Donc, qu'est-ce qui justifie cette augmentation assez importante de la dotation communale? Parce que je crois que c'est les 3 derniers exercices, il a été nécessaire de prélever sur le fonds de réserve ordinaire pour l'équilibrer, parce qu'on va toujours présenter un budget à l'équilibre, et donc on a prélevé un montant, je crois que c'était 30 000 il y a 2 ans, et je pense que c'est 80 000 l'année suivante. Donc à un moment donné, ce fonds de réserve qui avait été constitué au CPS s'est aménagé, et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, le CPS n'est pas là pour provisionner et faire des fonds de réserve. Voilà, c'est la commune qui doit combler la différence pour présenter le budget à l'équilibre. Vous avez quand même un projet à moyen ou long terme de réaménagement des locaux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder cet argent pour réaliser une partie des travaux avec ce fonds de réserve? Le fonds de réserve, c'est-à-dire il reste 23 000 €.
Donc les 23 000 restants, je pense que c'est une paille par rapport au montant qu'il nous faut. Ouais. Et je crois que le mobiliser pourrait justement nous mettre en difficulté aussi de trésorerie, et que c'est pas le but. Je veux dire, Oui, par mais rapport aux années précédentes, on avait... On aurait gardé 110 000. Mais En fait, c'est une décision politique qui a été prise en parfait accord avec le collège. Comme je l'ai dit, notre but n'est pas de faire des provisions sur le dos de la commune. Voilà. Voilà. Donc vous allez en partie vendre le terrain à ça pour pouvoir... Pour obtenir un moyen de financement, Oui. de nos travaux. Plus sérieux que 100 000 euros. Voilà. Oui, Jérémy. Très logiquement, nous allons suivre le vote de nos représentants au Conseil de l'action sociale. Votons donc pour le budget ordinaire. En effet, il n'y a plus de prélèvement sur réserve et l'intervention communale augmente, comme vous l'avez dit, de 110 000 euros. Par contre, nous voterons contre le budget extraordinaire car, comme vous le savez, nous sommes opposés à la vente du terrain de Priesville. Vous me demanderez, si vous voulez bien, M. Bourré, de scinder le vote, budget ordinaire d'une part, budget extraordinaire d'autre part. Ok. Eh bien, nous allons pas procéder au vote du budget ordinaire, si vous voulez bien. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui. Et maintenant, nous allons passer au vote du budget extraordinaire du CPAS. Non. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui. Point suivant. Budget ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 de la commune. Et là, je vais passer la parole à Éric Montrichon. Oui, vous avez découvert qu'on a modifié un petit peu entre le premier renvoi de pièces et la suivante, les chiffres, puisque on a eu certaines difficultés à comprendre les documents qui nous sont fournis par Publifil à propos des dividendes et des redevances d'électricité. Chaque année, nous recevons un document comme celui-ci qui reprend les montants à placer dans le budget. Et cette année, ils ont changé de méthode et ils ont envoyé le document, mais pour ce qui concerne la redevance, ils n'ont pas mis dedans. Oui. Or, le montant ici, si on additionne les deux, ça fait le même montant que la redevance. Donc, on a corrigé, donc on a pris contact avec Publifil pour dire, mais enfin, c'est quand même bizarre qu'une redevance, c'est-à-dire un montant que Publifil nous verse parce qu'il occupe les voiries, diminue comme ça le moitié au compte de la. Et on a eu la réponse, en fait, hier et aujourd'hui. On a retéléphoné aujourd'hui, pour être bien sûr, et donc finalement, ils nous ont expliqué qu'ils ont changé de méthode de communication, mais on n'a jamais eu le montant de la redevance. Et en fait, ils nous l'ont communiqué suite à notre appel. Et donc, évidemment, ça fait une méchante différence, puisque ça fait un montant de moins de 100 000 euros, 80 000 de différence, ce qui modifie évidemment complètement les chiffres du budget. Alors, si ça veut bien fonctionner, je ne sais pas. Je vais vous présenter le reste. Alors, voilà, je vous présente le budget corrigé évidemment sur base des montants dont vous avez parlé. Donc la première partie du budget ordinaire. Le total des recettes ordinaires est de 9 542 659 euros. Le total des dépenses est de 9 351 591
global est de 467 475 euros. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se présente globalement? Ben, les recettes ordinaires, il y a les recettes de prestations, c'est-à-dire ce que réalise la commune qui permet d'avoir des rentrées. Les recettes de prestations sont de 1 450 365 euros. C'est 15% de recettes ordinaires et ça correspond à 169 euros par habitant. C'est 3% par rapport, d'augmentation par rapport au budget 2018. Pourquoi? Ben, augmentation des dividendes, contrairement à ce que l'on avait cru au départ, une diminution. Voilà, ça change, ça devient une augmentation. Alors, ça se décompose comme ça, sous forme de graphique. Non. Oui, si. Donc, la grosse partie, évidemment, des recettes de prestations pour la commune, c'est les ventes de bois. Et là, on en parlera un peu après, mais c'est déjà 120 000 euros de moins que l'exercice 2018. En espérant que la vente de printemps nous rapporte suffisamment. Il faut savoir que pour le moment, la demande en bois cette année est inférieure aux autres années. Les autres années, cette année précédente, ça peut aller très bien. Là, ici, cette année, c'est un peu moins bien. La demande diminue. Sinon, vous découvrez les autres recettes de prestations. Et alors là, il y a un point que je dois vous expliquer, c'est les recettes non engagées qui correspondent à 10%. En réalité, dans la circulaire budgétaire que l'on reçoit chaque année pour élaborer le budget, on nous permet d'inscrire un montant de recettes non engagées, de dépenses, pardon, que l'on sait que l'on ne fera pas complètement ou que l'on ne fera pas du tout, mais que l'on est obligé d'inscrire quand même en dépenses. Et donc, comme on sait qu'on ne va pas les faire, on peut inscrire un pourcentage de recettes de 3,5% des dépenses personnelles et d'emprunt, de charges d'emprunt. Et donc ça permet évidemment de mieux coller à la réalité budgétaire, puisque on sait bien qu'on inscrit des dépenses qu'on ne fera pas. Maintenant, souvent, et c'est conseillé d'ailleurs dans cette loi budgétaire, au niveau de la modification budgétaire, lorsqu'on intègre le volume du compte, si on sait la réduire ou la diminuer, c'est bien revenu. Voilà, c'est un commentaire sur cette recette un peu particulière. Sinon, vous me découvrez la petite enfance contribution parentale, c'est 8%, le droit du domaine public, 8%, les loyers, 5%, chasse et pêche, c'est 9%, et les fermages, c'est 2% de ces recettes de prestations. Et puis les autres recettes, c'est toutes celles que vous découvrez dans le budget et qui sont de plus faible montant qu'on a retrouvées là. Alors, au niveau des recettes de prestations en détail, là voilà en chiffres, c'est la même chose comparé avec les comptes 2015, 2016, 2017 et le budget 2018. Et là, vous voyez par exemple à la première ligne, eh bien, on diminue de 120 000 euros pour les ventes de bois. Ça va? Et on voit apparaître les recettes non engagées qui forment une somme de 152 656 euros. Voilà. Alors, autre type de recettes, ce sont les recettes de transfert. Ça, c'est plus important, c'est 7 977 741 euros. C'est 84% de recettes ordinaires. Ça correspond à 929 euros par habitant. Et ça augmente de 3% par rapport au budget 2018.
a aussi comme recette de transfert les produits de la fiscalité. C'est 4 971 975 euros, c'est 579 euros par habitant. Et ça se répartit comme ceci, c'est 86% d'additionnel et 14% de taxes communales. Les additionnels, c'est bien sûr le prix compte immobilier, 1 758 941, c'est 41% de CRSA. Les additionnels aux véhicules, c'est 129 455 euros, c'est 3% de CRSA. Et l'impôt aux personnes physiques, c'est 2 396 684, c'est 56% de recettes. Petit rappel, ces recettes sont générées par un additionnel de 6% à l'IPP, de 1931 additionnel au PRI, c'est-à-dire toujours du moins taxé pour se plaît à le rappeler. Par exemple, 579 euros par habitant à l'année, 714 euros en moyenne pour les communes. Alors, pour vous montrer une petite évolution sous forme de graphique, vous voyez que ça augmente lentement mais sûrement, et qu'il y avait eu un problème puisque au compte 2016 il y avait un excès d'IPP, mais en réalité c'était parce qu'en 2015 il y avait eu un très très gros problème. On n'avait pas touché les recettes de l'IPP qu'on devait avoir, on les a touchées qu'en 2016. Ce qui fait qu'en 2015 on avait dû présenter un compte en déficit, mais qui était artificiel puisque on l'a récupéré l'année suivante, on le voit très bien ici. Alors, quand on voit l'évolution des dépenses par rapport à l'évolution de ces additionnels, vous voyez que les dépenses augmentent plus vite que les additionnels. Ce qui montre que la difficulté risque d'être de plus en plus grande. Alors, il y a aussi une autre part qui sont les taxes communales, qui se répartissent comme ceci. Alors, 37 430 euros de taxes concernant les documents administratifs et le contrôle. Il y a maintenant des taxes qui concernent les cartes d'identité, les documents, etc. Il y en a certaines où on n'a pas de marge de manœuvre, d'autres où on en a. Il y a la plus grosse partie, c'est évidemment les 478 594 euros de taxes sur les déchets et vente de sacs, mais comme vous savez, celle-là, on n'a pas trop de marge de manœuvre non plus, on n'en a même pas du tout, puisqu'elles doivent correspondre aux coûts vérités. Et puis alors, les autres taxes, 115 000 euros pour les séjours, les campings, les secondes résidences, c'est des taxes qui ne touchent pas directement les territoires, et 49 000 euros de taxes pour les écrits publicitaires et les panneaux publicitaires, qui ne touchent pas non plus directement les citoyens. 2 900 pour les égouts et 3 971 pour les autres taxes et ressources. Ça va? Les recettes de dette, c'est la troisième partie des recettes. Il y a trois formes de recettes. C'est pas grand-chose, c'est 114 553 euros. Ce n'est que 1% des recettes, c'est 13 euros par habitant. Ça a quand même augmenté de 59% par rapport à 2018. C'est la fameuse histoire des dividendes, hein, parce que les dividendes sont dans les recettes de dette. Et il y a aussi les intérêts des comptes bancaires, mais qui ne rapportent pas, vraiment pas grand-chose, tout le monde le sait. Donc, dividendes d'électricité. Ça, c'est pour ce qui est des recettes, trois parties. Pour les dépenses, c'est aussi trois parties. D'abord, je vais comparer les dépenses en fonction des groupes de dépenses au budget. Par exemple, l'administration générale, c'est 2 202 994 euros de dépenses. La sécurité, pompiers,
1 298 euros. Communication et voirie, 1 682 545 euros, c'est le deuxième plus gros. Et le troisième, c'est social et santé, 1 678 422 euros. Donc vous découvrez les autres. Donc, première administration, deuxième voirie, troisième social et santé, quatrième c'est l'enseignement, 985 116 euros. Et puis après, salubrité publique et urbanisme. Et puis économie, culture, sport, jeunesse. Et puis les dépenses non ventilables. Et enfin les cultes. C'est assez stable au niveau des cultes. On va voir ça dans un graphique. On va la présenter sous une autre forme. On peut comparer en fonction du compte, des différents comptes et du dernier budget. C'est la même chose, mais montré autrement. Alors, deuxième type de dépenses, ce sont les. Le premier type de dépenses, les dépenses de personnel, 4 365 294 euros. Ça fait dont 1 120 000 de subventions, subventionnées, 47% des dépenses ordinaires brutes et 39% des dépenses hors subvention pour le personnel. Pourquoi? Parce que les subventions apparaissent en recettes, les dépenses totales, c'est les 47%. Évidemment, si on enlève les recettes, les dépenses, c'est 39%. C'est 508 euros par habitant pour le brut et 378 pour le net. Et la moyenne est de 550 euros par habitant pour les communes moyennes. C'est une estimation. C'est une augmentation de 7% par rapport au budget 2018. Par rapport au budget 2018. Et donc, là, finalement, ce budget-ci vous montre qu'on a vraiment investi dans le personnel. Il y a des augmentations qui sont liées à l'index aux évolutions de carrière, mais on a aussi procédé à des engagements. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que nous avons de plus en plus de charges de travail au niveau de la commune qui nous sont imposées par l'extérieur. J'en ai cité quelques-unes dans le texte d'introduction. Et ça demande beaucoup de travail pour le personnel. On a besoin d'augmenter ce personnel. C'est pour ça que on a des autres filles. Je vais encore être des fraises. Bien. Si, il y a des montants pour l'équipement. Mais ça, pas dans les dépenses de personnel, on va y venir. C'est dans les dépenses de fonctionnement, puisqu'il y a des postes entretien, du matériel, de bureau, ou technique ou informatique. Il y a des postes que vous avez découvert dans le budget. C'est 2 145 602 euros, c'est 23% des dépenses ordinaires, c'est 250 euros par habitant, et ça augmente de 0,8% par rapport à 2018, à 19. Et ce qui veut dire que on fait vraiment des efforts sur le fonctionnement. On étudie le budget, on essaie de voir vraiment ce qui est important, tout en gardant des marges de manœuvre, évidemment. Donc les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Alors, évolution des dépenses de fonctionnement. Ça a augmenté. Maintenant, attention, ça a augmenté au budget 2018 par rapport au compte 2017, mais c'est le compte. Vous voyez bien que chaque fois, évidemment, le budget c'est au-dessus du compte, puisqu'il y a toute une série de dépenses que l'on ne fait pas, parce qu'on ne doit pas les faire. Si on prévoit des montants de
réparation de véhicules, par exemple, on met suffisamment pour qu'on puisse réparer les véhicules, mais parfois on ne peut pas intervenir sur un exemple. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les budgets et les comptes, mais vous voyez quand même que par rapport à 2018, ça n'augmente pas beaucoup, c'est 0,8%. Alors, les troisième type de dépenses, c'est les dépenses de transfert, 1 117 452 euros, 22% des dépenses ordinaires, 247 euros par habitant, c'est une augmentation de 6,4% par rapport à 2018. Et cette augmentation dont on a parlé tout à l'heure, c'est notamment la dotation au CPS. Et si on traduit l'évolution des dépenses de transfert, ça donne un graphique comme ceci. Vous voyez la zone de police qui augmente. Le CPS, comme ça a été expliqué, c'est resté stable pendant plusieurs années. Et maintenant, il y a un rattrapage, comme ça a été expliqué. Alors l'incendie, ça a diminué fortement, puisque vous savez qu'on avait dû payer pour l'ancienne zone, et chaque fois on a dû récupérer 3 années. Et enfin, maintenant, on est entré dans la zone plus stable. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera par la suite. Sinon, vous voyez, cotisation aux associations, intradienne qui augmente aussi, et ce qui est très très stable, c'est la dotation à la famille d'église. Les dépenses de dette, c'est 723 250 euros, troisième type de dépenses, 8% des dépenses ordinaires, 84 euros par habitant, 77 pour la charge nette. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les remboursements de dette, il y a une partie qui nous est remboursée par la région wallonne, par le CRAC, parce que c'est la forme sous laquelle la région wallonne avait décidé à une époque de subsidier. Plutôt que de donner de l'argent, eh bien, il demandait à la commune de faire un prêt et il paye les charges à la commune chaque année. Alors c'est plus ou moins 136 euros par habitant, oui, en moyenne pour les communes wallonnes, nous on est à 84, donc 77 en charge nette, mais c'est un budget aussi. La réalité, c'est moins. Et bonne surprise, c'est moins 4% par rapport au budget 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a des emprunts qui sont arrivés à échéance en 2018. Et on en a encore quelques-uns en 2019. Et voilà l'évolution des dépenses de dette, vous voyez qu'elle diminue. Autre chose. Deuxième partie, c'est le budget extraordinaire. Alors, c'est 1 743 060 euros de recettes pour des dépenses de 1 845 855 euros, c'est-à-dire un mali de 102 795 euros, pardon, qui est résorbé par prélèvement. Et donc, il n'y a pas de limite, puisque le budget extraordinaire doit être à l'équilibre, évidemment. Alors, quels sont les investissements en exercice propre? Eh bien, c'est surtout de la voirie et de communication voirie, puisque c'est 857 700 euros. Sinon, aussi dans l'administration générale, 80 500 euros, et puis vous trouvez les autres investissements. Alors, les voici les principaux. Achat de matériel informatique et immobilier pour l'administration, les écoles, les bibliothèques. Travaux énergétiques et isolation dans les bâtiments, dans les écoles, mais aussi à l'administration communale. Aménagement de parking de covoiturage. Ça, c'était un projet qui était déjà inscrit en 2018. Ici, c'est principaux investissements en 2019. Pas 18.
mais comme on n'avait pas encore commencé le travail, on le supprime en 2018, on le réinscrit en 2019. Travaux de réfection de voirie, des acquisitions de matériel comme une remorque, une chargeuse pelleteuse qui a rendu une arme, une nouvelle lame de déneigement et diverses machines au service de travaux. Et aussi dans les exercices antérieurs, il y a toujours l'espace convivial d'habitation vascaire, le Ravel 2044, l'agrandissement de l'école de Sarre, la vue au Vinard, le goûtage de la morale, isolation à l'école de Jalais, égouttage à Nivesé, travaux de réfection de voirie à Ergester, réfection de voirie PIC, dans le cadre du PIC, le subside de la région wallonne, et réfection de voirie du Boulevard. C'est ici que se termine la présentation. On a merci Eric. Y a-t-il des questions? Je présume que oui. On va peut-être commencer par Jacques, si vous voulez bien. Oui, nous avons des questions et c'est Luc qui va les poser. Bon, c'est un ensemble de réflexions, évidemment, et de questions. Bon, d'abord, je vais faire l'analyse en plusieurs temps. Tout d'abord, on constate quand même avec satisfaction que les emprunts, enfin certains emplois sont arrivés à terme. C'est quand même une très bonne chose. On sait quand même qu'il y avait des charges, comme par exemple, Eric, tu viens de le dire, des charges liées au service régional d'incendie qui pesaient quand même sur le budget. Je crois que tout le monde est content de finalement tourner la page et c'est une très bonne chose. Nous saluons aussi la création de nouveaux emplois, c'est quand même important. À notre époque, en fonction de la nécessité des emplois dans les différents services de la commune. Nous avons seulement, mais je vais y revenir quelques lignes plus bas, une préoccupation quant au statut des personnes engagées. Nous avions, je dirais, pris bonne note, on a pris bonne note de la baisse des revenus liés aux ventes de bois et on estime évidemment que la majorité n'est absolument pas à blâmer, c'est tout à fait explicable et objectif. Donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. On imagine peut-être aussi que vu la maladie qu'il y a pour l'instant dans les bois, il va peut-être avoir surabondance de bois, il va y avoir des ventes de bois de chauffage, peut-être qu'il y aura encore des, comme tu l'as dit, la vente de printemps, peut-être du bois de chauffage qui va être sur le marché, qui va rapporter de l'argent, on verra bien, de toute façon. Et puis bon, on était aussi surpris, mais concernant les dividendes liés à Publifin, et puis bon, ce matin, j'ai eu aussi l'info par le directeur financier qui m'a parlé d'une somme de 110 000 euros supplémentaires, donc c'est une excellente chose qui permet aussi de garantir que le budget soit à l'équilibre, et c'est ce que tout le monde souhaite, bien entendu. Alors, j'attire à nouveau, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. J'attire encore l'attention sur le fait qu'il y a une augmentation de la dotation à la zone de police. La seule chose qu'on souhaite peut-être, donc je ne vais pas revenir sur le fond, mais la seule chose que nous souhaitons, c'est bien dire à notre bourgmestre de bien défendre évidemment nos intérêts au sein de la zone de police, et on est certain qu'il le fera, mais bon, on veut l'encourager à continuer à le faire, tout en sachant que notre représentant sera aussi attentif et fera des propositions dans la mesure du possible, si on peut faire des propositions, pour autant que les réunions durent un certain temps. Je n'en dis pas plus. Alors, concernant, je reviens sur la situation globale du personnel communal. Donc, en effet, quand on regarde dans le budget, on se rend compte que 70% approximativement, je crois que c'est 70,5% du personnel est engagé sous contrat APE. Donc évidemment, c'est logique qu'on le fasse parce que c'est une opportunité qui existe pour toutes les communes et donc c'est logique que ce soit fait. Maintenant, on sait tous que ça va nous poser des problèmes à terme, mais on attend de voir la décision du ministre de Geolet, lui ou à l'autre, on verra bien, on ne sait pas non plus comment ça évoluera en 2019 ou 2020, maintenant je pense que c'est reporté en 2020. Donc, je précise pour ceux qui ne le savent pas que le reste du personnel va soit nommé, soit contractuel.
Donc, il est clair que la commune va devoir plancher sur une réflexion concernant le système des pensions à offrir à toutes ces personnes qui sont engagées avec un contrat APE. Et là, je dois dire que nous sommes tout à fait tous ensemble sur le même bateau, parce que je crois que si on peut, et là je rejoins peut-être une proposition qui a été faite sur un autre sujet par le groupe Écolo, mais si on peut à un moment donné créer une commission qui permette une réflexion ensemble dans ce domaine-là. Bien sûr, on sait qu'il y a des groupes de travail au gouvernement, hein, c'est pas la question, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on peut envisager des pistes ensemble. Nous, de notre côté, le groupe Choisir Ensemble a le sentiment qu'on devrait peut-être réfléchir à la création d'un fonds de réserve qui permettrait de mettre un peu de côté pour une espèce de bas de laine pour quand la situation se dénouera d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle devra se dénouer de toute façon, hein, on n'a pas le choix. Hein, il faudra envisager aussi des pensions correctes pour tout le monde du personnel. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous comme vous, on en est tout à fait conscient. Alors, donc, déjà, avant de conclure, parce que mine de rien, j'avance assez vite, j'attire quand même l'attention sur une lecture que j'ai, et je vais y mettre une réserve, une lecture que j'ai par rapport aux chiffres dans le budget. C'est clair que bon, il y a d'un côté, sur ce que je vais dire, il y a d'un côté le compte et de l'autre côté le budget 2019. Hein, il faut être aussi attentif et faire le distinguo entre les deux aspects. Mais on constate quand même une augmentation sur une période de 5 ans. Si on arrière, on a 38% de dépenses en moins concernant le personnel et 34% pour les frais de fonctionnement. Ça signifie que, à terme, si on reste dans une dynamique comme ça, et je rejoins ce qu'Éric a dit, et je rejoins ce qui est dit, je crois, en préambule du budget, je crois qu'en fait, ou du rapport, en disant, bon, ben, il faut maîtriser les dépenses, et je suis convaincu qu'au niveau du fonctionnement, vous le faites, il n'y a pas de problème, mais c'est clair qu'on doit faire attention à une augmentation éventuelle des frais de fonctionnement et des frais de personnel. On est certain que le personnel qui a été engagé, je l'ai dit en commençant, c'est une très bonne chose d'engager, à notre époque, de pouvoir engager du personnel. Maintenant, méfions-nous de ne pas rentrer dans une spirale dans laquelle le personnel les frais de personnel pourraient avoir un impact qui commencerait à être problématique. Je suis certain que vous y serez attentifs, mais je pense qu'on souhaitait mettre le doigt sur ce sujet-là. Alors, je terminerai en disant que ce budget montre une gestion qui est saine, rigoureuse, tout à fait, sans aventure, une gestion des deniers de notre commune. Et honnêtement, nous saluons ce parti pris, parce que c'est important d'avoir une gestion saine. Nous avons déjà signalé par la voix de Bénédicte tout à l'heure que nous déplorons peut-être dans le domaine de la culture parfois un manque d'ambition. Bien sûr, il y a un soutien majeur qui est apporté aux ASBL sportives. On aimerait peut-être voir quelque chose de plus marqué dans le domaine de la culture. Tout en sachant aussi que quand nous avons assisté à la présentation dimanche dernier à Solmaster de la Fondation Rurale de Wallonie du rapport concernant les enquêtes qui avaient été réalisées dans nos villages, eh bien, il y a une demande d'une certaine partie de la population pour des infrastructures sportives. Je ne vais évidemment pas tomber dans les programmes politiques de nos élections, à tourner la page, mais il est clair qu'il y a quand même une certaine demande dans le domaine des infrastructures sportives de la part de certains de nos concitoyens. Enfin, bon, et ça c'est, je dirais bien entendu, nous ne voyons pas de trace d'un projet qui pourrait, à terme, et quand je dis à terme, c'est à long terme parce qu'il faut du temps pour le mettre en place, proposer à nos aînés sur la commune. Hein, nous savons bien que nous avons 30% de nos habitants qui ont plus de 60 ans, de leur proposer des infrastructures d'accueil spécifiques parce que, même si tout le monde ne sera pas concerné par la situation, certaines personnes sont concernées par une demande de lieu de prise en charge spécifique, comme une maison de repos. Et là, je ne le dis pas de manière partisane, je le dis vraiment de manière, comment dire,
enfin, dans l'intérêt global de notre commune, je pense qu'un jour, il faudra peut-être y penser. Bon, je termine maintenant, enfin, en disant que, étant donné que le budget est un outil politique, c'est l'outil politique par excellence, et que, de ce fait-là, nos projets à nous ne s'y retrouvent pas, et ce n'est que justice, bien, pour ces diverses raisons-là, nous ne voterons pas le budget, bien entendu. Merci. J'aimerais juste ajouter que, concernant les APE, j'avais oublié de le dire dans le sujet, il y a un point important qui devrait être rajouté par Vincent, si vous voulez. Donc moi, la question que le groupe souhaite vous poser est la suivante. Donc, comment est-ce que la commune de Jarret va parvenir à financer le coût croissant des pensions des agents communaux et va-t-elle adhérer au deuxième pilier des pensions? Tout d'abord, je me dois de féliciter au nom du groupe les agents communaux, ouvriers et employés, qui au quotidien, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, réalisent un travail remarquable. Pour mémoire, au sein de l'administration, autour des agents nommés et des agents contractuels, dans notre commune, il y a une majorité écrasante de contractuels, ce qui d'ailleurs n'est pas de nature à garantir une indépendance face aux politiques, ça je le dis de façon générale. Pour rappel, donc, le statut garantit l'indépendance de l'administration, du service public. Le statut doit être la règle et non l'exception. C'est un fait, le personnel communal compte de moins en moins de fonctionnaires et de plus en plus de contractuels. Ils sont d'ailleurs souvent APE, comme vient de le dire Luc. La raison est simple, les cotisations de pension pour un agent nommé s'élèvent à 41% de rémunération contre seulement 16% pour les non nommés. Puisque les communes puisque la commune ne nomme pas ses agents, ce que je trouve à titre personnel regrettable, elle doit à tout le moins leur garantir une pension décente. Bien que moins avantageux sur le plan financier, car les agents contractuels perdront des dizaines ou des centaines d'euros par mois quand ils seront pensionnés, la commune peut cotiser à une pension dite complémentaire. Bien sûr, cela représente un coût pour la commune et dans ce cas, le fédéral n'interviendra pas dans le paiement des pensions des agents des pouvoirs locaux contractuels. Je ne vous cache pas nos inquiétudes quant au financement futur des pensions de ces agents. Quelle est la position du collège par rapport à l'instauration d'un éventuel régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel ainsi que pour sa politique de nomination? Je vous remercie. Oui, ben moi, je suis d'accord, c'est vraiment un problème et d'autres qui étaient soulevés qui sont importants. Mais si vous regardez dans le budget, à la page 16, à l'article 104-122-02, vous avez honoraire pour études des travaux de service ordinaire. Et là, il y a une somme de 20 000 euros. Et en fait, cette somme, elle est dédicacée à deux études importantes. Une première, pour étudier le problème de l'écoulement des eaux à Nivesay, notamment aux inondations. Et la deuxième, c'est justement pour faire une étude au niveau du deuxième pilier. Pourquoi? Parce que si le fédéral ne nous aidera probablement pas, la région wallonne propose des subsides sur 3 années, je pense, mais il faut faire une étude comme ça, préalable, pour pouvoir obtenir des subsides, et donc on a budgétisé une partie pour faire l'étude, mais la question est tout à fait logique. Et c'est évidemment. Et aujourd'hui au collège, on a même décidé de lancer déjà l'appel pour le marché. Donc aujourd'hui, parce qu'on est obligé, on va rentrer dans la. Voilà. Donc on est parti, on ne s'est pas échappé au second pilier. Et alors j'ai quand même une question à poser, parce que tu as dit qu'il y avait une diminution des dépenses de personnel. Une augmentation. Ah, j'ai dit diminution. Diminution. Le fonctionnement. Non, une augmentation. Il y a une augmentation importante et de fonctionnement et de personnel qui s'explique, c'est le fait que la commune a pris en charge la gestion des crèches. Et là, on a vu qu'il y a eu évidemment une augmentation importante des dépenses de personnel et de fonctionnement. Et ça se retrouve facilement dans le graphique que j'avais montré à l'époque. Il est bien évident qu'au niveau du personnel, on le sait bien, mais on a très peu de pénalités par rapport même, parce qu'on avait quand même des agents nommés, etc. Donc on avait très peu de pénalités, mais vraiment très peu. D'ailleurs, on le voit dans le budget.
Maintenant, on est parti pour le second pilier, parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper, et on fait les procédures qu'il faut, donc on va lancer l'étude qui est obligatoire par la région Wallonne si on veut obtenir des subsides de la région Wallonne, ici pas du fédéral. Donc, voilà, c'est en route. C'est certain. Ok, merci. Didier ou Claude, je ne sais pas. Concernant d'abord le budget ordinaire, je voudrais juste signaler dans la présentation, on a dit que pour les dépenses de transfert, c'était 1 117 000. Alors, en fait, c'est 2 117 000. Les dépenses de transfert dans la présentation PowerPoint, c'était marqué 1 million et en fait, c'est 2. Ah oui, c'est 2 millions. C'est juste petite correction. Il faut savoir que cette présentation a dû être refaite toute en urgence, Oui, avec les vu les modifications. Donc, c'est sûr qu'il y a, Oui, mais il y avait des erreurs de taille d'ailleurs. C'est juste 1 million de petites explications. Donc je ne reviendrai pas non plus sur le fait qu'il y a effectivement de plus en plus d'engagement en APE et qu'il y a une incertitude avec les plans de M. Geolet, donc on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques mois. Je voudrais surtout revenir sur le budget extraordinaire. Comme je suis nouveau, j'ai un peu évalué ça par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2014, le budget extraordinaire ne fait que descendre. Alors je sais bien qu'ici, 2019, c'est une première année de mandature, donc c'est certainement une gestion prudente la première fois. J'espère que, comme il y a eu en 2014, il y a eu un rebond, j'espère que dans l'année 2020, vous aurez plus de projets à mettre en avant à ce niveau-là. Notamment dans les budgets, un des budgets les plus importants, c'est la réfection des voiries, et je voudrais voir ce qui est prévu pour la protection des usagers terres, pour la mobilité douce, parce que je pense que rénover les voiries, ce n'est pas simplement remettre de l'asphalte quand il est usé, c'est peut-être aussi prévoir des abords pour permettre aux enfants de marcher sur le trottoir dans les villages sans avoir trop de risques par rapport aux voitures qui circulent parfois trop vite. Ça peut être des simples aménagements de protection, de canalisation du trafic, séparer les piétons, les petits des vélos par rapport à la circulation des voitures. Au niveau de l'énergie, vous avez prévu aussi l'isolation des bâtiments communaux, mais c'est très bien. Mais à plus grande échelle, je sais qu'on a les plans collecte qui sont en train de se mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives à ce niveau-là? Pas seulement les bâtiments communaux, mais peut-être des subsides qui pourraient être attribués aussi pour l'isolation des logements. C'est un des points les plus importants pour diminuer les consommations d'énergie. Et enfin, au niveau des logements, c'est aussi peut-être un point qu'il faudra mettre en application dans les mois et les années à venir. C'est, comme on l'a dit, peut-être prévoir des formes de logement. Je ne suis pas pour une maison de repos style bunker, mais plutôt pour des aménagements qui permettent aux personnes âgées de rester dans leur environnement le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Voilà. C'est quelques points que je voulais mettre en avant. Vas-y, commence. Mais au niveau de la sécurisation, oui, mais des voiries, etc., on se réinstalle, hein, et donc c'est sûr que le budget, on répond à des besoins et à des demandes d'investissement dans les voiries, mais que des études de mobilité, des travaux d'aménagement de sécurité, il y en aura au cours de la législature. Ça, c'est partie de nos projets. Et au niveau des subsides pour les isolations, etc., il faut savoir que chaque fois qu'on fait des transformations maintenant au niveau des bâtiments, etc., on sollicite les subsides du REVAR. Oui. Maintenant, pour les particuliers, pour les particuliers, il faut quand même, vous avez peut-être pu constater dans le budget qu'on a augmenté la dotation pour pouvoir subsidier les audits énergétiques chez les privés. Je pense qu'on a augmenté les subsides pour pouvoir donner des primes, notamment à l'installation de chauffage, de chauffe-eau thermique et de panneaux photovoltaïques. La mobilité, ça viendra.
les coûts à collaborer avec nous. Les coûts dans les aménagements des trottoirs et des accotements, c'est colossal. Et en plus, là où on voudrait bien en faire, on est sur le domaine en général du SPW, qui ne nous laisse pas faire ce qu'on a vraiment envie. Mais c'est pour la sécurité, surtout des enfants. Oui, mais Combien il y a des parents qui disent je laisse aller mes enfants à l'école et donc tout le monde va se mettre en voiture devant l'école. tout à fait, ce n'est pas simple. Ouais. Et je pense que des solutions vont être étudiées par la CLDR, parlons-en, parce que je crois que les citoyens doivent réfléchir à ça largement dans cette CLDR. Mais le temps qu'elle se mette en place et que les fiches projets soient réalisées, juste comme ça, on l'a peut-être dit dimanche, mais j'ai dû m'absenter à un moment donné, donc il faut compter en 2 ans et demi et 3 ans avant que les fiches projets ne soient réalisées. Donc ça va être quand même un long moment de réflexion. Mais on en tient compte, bien évidemment. Voilà. Rien d'autre. Si on n'a plus rien d'autre, on peut passer au vote, si vous voulez bien. Non. 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 Oui. 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 Et oui, merci. Alors, normalement, nous devrions avoir terminé l'ordre du jour, mais nous avons eu un point ajouté par le groupe OSE. Donc, je vais passer la parole à Claude ou à Didier pour qu'ils nous présentent leur point complémentaire à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Bien, ce que vous voulez en faire. Voilà, donc la proposition consiste à modifier le règlement d'ordre intérieur du conseil communal, puisqu'il y a eu plusieurs nouveaux décrets qui ont été mis en œuvre depuis le dernier règlement qui date de 2013. Et donc, nos demandes concernent principalement le fait de pouvoir disposer, pour les conseils communaux, de pouvoir disposer de la convocation et des documents un peu plus longtemps à l'avance, puisque le règlement actuel prévoit 7 jours francs, c'est-à-dire qu'on les reçoit parfois le dimanche soir, ce qui veut dire que, comme conseiller, on a aussi un travail pendant la semaine, c'est assez difficile. Il nous reste juste le dernier week-end, les 2 derniers jours avant le conseil. Donc nous souhaiterions recevoir, nous avons dit 10 jours. Je sais que ça sera peut-être difficile par rapport au collège qui a lieu le jeudi précédent. C'est surtout important en termes de budget, une fois par an, parce que là, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour étudier le budget et de nouveau, ils ne sont pas disponibles de façon aussi facile que les échelons, que le collège. Un deuxième point qui est très important pour nous aussi, c'est qu'à l'issue du collège, on dresse un procès verbal complet, comme c'est noté dans les articles 46 et 47 du règlement d'ordre intérieur. Ce procès verbal devrait comprendre aussi les interventions des conseillers de la minorité, puisqu'à l'heure actuelle, le compte rendu, le procès verbal du conseil communal, ça consiste simplement à valider les actes qui ont été proposés par le collège. Il est prévu aussi, dans les différents modèles de règlement d'ordre intérieur, que le procès verbal soit lu par le président de la séance au conseil communal suivant. Et alors nous souhaitons aussi mettre en avant la possibilité d'avoir des commissions ou des conseils consultatifs qui permettraient d'aider à la réflexion sur les différents points qui seront traités par le conseil. Pour le moment, la situation actuelle, c'est que le collège fait des propositions qui sont chaque fois émises par le collège et par personne d'autre. Et je pense que ça serait bien qu'au niveau de la transparence et de la démocratie, l'ensemble des conseillers puissent participer à une certaine partie des décisions, des propositions qui sont faites. Et enfin, nous souhaiterions aussi que chacun des groupes qui constituent le conseil communal puisse avoir accès au bulletin communal. Nous pensons, par exemple, de pouvoir disposer d'un espace d'une demi-page pour présenter notre vision de la commune, notre vision de l'évolution de ce qui se fait dans la commune. Voilà les principaux points que nous souhaitons soumettre au vote. Monsieur le bourgmestre. Oui, oui. Au nom du groupe Choisir Ensemble, je dois vous dire que dans un souci de transparence et de démocratie, nous voterons pour la proposition du groupe OSE, même si nous émettons une petite réserve sur la lecture du procès verbal complet en séance publique,
Cela risque d'être très fastidieux, alors que dans la proposition dosée, les conseillers recevront de toute façon ce PV complet. Tout à fait. Ça, c'est simplement pour avoir de la transparence, pareil pour les conseillers, mais pour le public, pour les constituants. C'est pour ça qu'on tient ce point-là. Voilà, nous proposons ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on a envie de commencer une nouvelle mandature dans la plus grande transparence qu'elle soit. Voilà. C'est pour ça que nous présentons ce point-là. Bon, je ne sais pas comment nous allons procéder, parce qu'il faut quand même savoir que, vous le savez très bien également, que l'Union des villes et des communes nous a envoyé, mais un jour après votre dépôt du point de l'ordre du jour, un nouveau règlement d'ordre intérieur qui devrait être approuvé, qui va devoir être modifié dans toutes les communes. Parce qu'il faut savoir que suite au décret bonne gouvernance, il y a énormément d'articles qui doivent être modifiés. Je crois qu'il y en a combien, Michel? Il y a 18 modifications d'articles, il y a 2 articles supprimés, et il y a 8 nouveaux articles. Donc, vous voyez, 28 modifications. il va y avoir 28 modifications. Donc il faut absolument que dans un prochain conseil communal, que ce soit en janvier ou en février, parce qu'il faut 28 modifications, il faut avoir le temps de les intégrer et de revoir tout convenablement. Maintenant, c'est certain, on devra passer un nouveau règlement d'ordre intérieur. Maintenant, je pense, et si vous ne le savez pas, en tout cas, un règlement d'ordre intérieur doit être soumis à l'approbation de la tutelle avant une approbation. Donc ici, si on commence à modifier un règlement d'intérieur aujourd'hui, il devra être soumis à la tutelle, mais on devra de toute façon le remodifier parce qu'on doit intégrer les 26 ou les 28 modifications. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour, ce n'est pas le bon conseil communal pour faire une modification du ROI. Parce que de toute façon, il faut le soumettre à la tutelle avant. Donc, je ne sais pas, avec les propositions que vous faites, nous autres, on s'est quand même penchés sur les propositions que vous nous faites. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les vote une par une, ou si on se décide aujourd'hui de ne pas voter ce ROI et resoumettre un nouveau ROI lors d'un prochain conseil communal, parce qu'on va devoir intégrer toutes les modifications. Ça, de toute façon. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué. Les propositions que nous avons faites se retrouvent en grande partie dans le nouveau modèle de ROI. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc le ROI de la commune actuelle ne correspond pas non plus, il y a aussi beaucoup de... Ah ben oui, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça, ici, on va débattre de choses, mais franchement, quand vous dites que vos propositions font partie de modifications qui sont présentes au niveau du règlement... L'accès au bulletin communal, il y a un article qui le prévoit dans le nouveau modèle. Éventuellement, si le conseil communal décide d'intégrer les partis politiques dans le bulletin communal. Mais simplement, si. Voilà, donc c'est une mais c'est des si proposition. et c'est des si et c'est des si. C'est un point que nous jugeons important parce que ça permet plus de transparence, plus de visibilité. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Mais bon. Non, parce que non, je suis désolé, on fait un bulletin communal sans intervention politique, où on n'a pas des interventions politiques dans le bulletin communal, ce sont des informations aux citoyens, sans justement un parti qui s'exprime ou un groupe politique qui s'exprime. Ce sont des informations aux citoyens. Et si vous trouvez que ce n'est pas vrai, montrez-le moi. Pour vraiment ici au conseil communal, vous envoyez-vous une lettre en nous disant ce qui est plutôt politique dans le bulletin communal, je vous assure, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu un article signé d'un expert ou de Courbevoie. Sur les 12 numéros qui sont parus, il n'y a pas un seul article qui a été signé par un expert ou par le Courbevoie. Pas un. Ce qu'on s'était engagé d'ailleurs en 2012, après le bulletin communal, voilà. et pas l'État. Oui, enfin, mais maintenant, quand même des choses de façon positive. Mais disons que maintenant, voilà, le ROI, il faudra le modifier. Oui. On ne va pas commencer à le modifier maintenant, on va le modifier après, etc. Moi, je vous propose franchement qu'on le reporte, et je ne sais même pas si on le reportera au prochain conseil ou le suivant, parce que le suivant, c'est déjà le 28 janvier. Le 7 janvier, ça c'est certain que non. Mais le 28 janvier, c'est pas sûr, ce sera peut-être celui de février, parce qu'il faut pouvoir intégrer et puis le soumettre, etc. On le soumet préalablement à la tutelle avant de le présenter. Il ne faut pas oublier, ça c'est une obligation. Oui, mais ça nous
vous empêche pas quand même de voter cette proposition. Je pense que c'est le moment, en début de mandature, Si vous voulez, un geste fort pour montrer que le conseil communal veut être transparent, tout simplement. mais ce n'est pas une question de transparence. Bien Vous sûr. faites, mais non, vous faites dans ce règlement, je suis désolé, il y a des histoires que l'on ne peut pas accepter. Donc, style la présence le samedi matin, pour que vous puissiez venir consulter les dossiers le samedi matin. On va quand même pas faire venir du personnel communal pour que vous puissiez consulter les dossiers le samedi matin. Il faut quand même rester un petit peu les pieds sur terre aussi et penser au personnel communal. Donc, on ne peut pas l'accepter comme ça. Maintenant, si vous voulez qu'on le vote, ben on le vote, mais on va le voter, nous autres, on ne va pas l'accepter comme il est là, c'est pas possible. Et puis, on resoumettra un nouveau, donc voilà. Si je peux, Ça n'est pas un problème. juste intervenir, je voudrais dire que pour notre groupe, je pense que nous, on préférerait, si on le vote et on votera tout à fait en âme et conscience en fonction de certains points. On aimerait peut-être mieux reporter au moins d'un mois le vote, qu'on ait le temps de prendre connaissance de certains éléments d'un côté, enfin il y en a qu'on connaît d'un côté et de l'autre, pour que nous fassions une idée précise, quoi, tout simplement. Mais si on veut voter, on vote, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu viens de dire aussi, si on vote... Ben oui, on peut voter dans voter. quelle direction on va. Je préférais qu'on ait un débat plus constructif dans un mois ou dans un mois et demi, 2 mois, mais qu'on ait quelque chose, c'est-à-dire qu'on puisse discuter sur un projet global, qu'il y ait des articles pour lesquels on vote, on dira oui, on dira non pour certains articles, et on sera à ce moment-là, je vais dire, complet. Moi je suis tout à fait d'accord, mais le point n'est pas déposé par nous, il est déposé par le proposé. Évidemment, c'est notre réaction. C'est à eux à savoir ce qu'ils veulent faire. Oui, il y a évidemment un problème d'agenda. Puisque nous avons rentré notre proposition au moment précis où sortit le modèle de l'Union des C'est cette donnée-là, c'est juste nous, on n'était pas au courant qu'il y avait... Personne n'était au courant. c'est arrivé. Donc c'est pour ça que C'est évidemment l'impression qu'on devrait... notre proposition, on s'est renseigné, on a regardé sur ce que l'Union des villes et communes proposait, elle ne proposait rien de neuf par rapport à 2013, jusqu'au jour, malheureusement, Ah oui, mais on a rentré notre... il faut intégrer tous les décrets de la nouvelle gouvernance, donc ça fait énormément de travail. Donc voilà, comme le point est déposé par vous, de savoir si vous voulez qu'on le vote ou si vous voulez le retirer pour qu'il soit présenté une prochaine fois. C'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. Maintenant, est-ce que vous êtes ouvert à éventuellement qu'on puisse discuter entre nous des articles qu'on pourrait intégrer par rapport au nouveau modèle de l'Union des villes et communes et voir ce que nous pourrions apporter, voir comment on pourrait intégrer nos propositions. Oui, qui serait éventuellement soumise au vote. Alors, moi, je ne saurais pas vous dire comme ceci maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les prêts que vous mettez ne sont pas pris dans le... Non, forcément, oui. Aucun, d'ailleurs. Il n'y a aucun qui a pris. Il y en a un qui l'est pas. Aucun. Bon. Oui, mais non, on ne va pas commencer le débat maintenant. On vote ou vous le retirez. Vous faites comme vous le sentez. C'est vous, hein? Désolé. Oui, voilà, comme a dit Didier, c'est à cause de circonstance que ça tombe. Si l'annonce avait été faite 3 jours plus tard, on l'aurait quand même voté. Moi, personnellement, je tiens à ce qu'on le vote, parce qu'on a planché dessus, et je trouve qu'un point qui est mis à l'ordre du jour du conseil communal, comme le règlement du vote intérieur le dit maintenant, il doit être voté. Donc, on le vote. Oui, mais il doit être soumis à la tutelle avant d'être proposé, donc, mais ce n'est pas grave, on va le voter. Oui. 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 Non. 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 Et non. Voilà que se terminent les points de l'ordre du jour. Rien de particulier si ce n'est, je n'ai pas d'informations à vous donner. Mais comme par habitude, on va passer aux questions diverses qui doivent concerner les questions, bien évidemment. Oui, Monsieur le Bourgmestre, oui. notre groupe a une préoccupation et on voudrait vous en faire part sur le plan de la santé et sur le plan de l'environnement. C'est Vincent qui va nous en parler. Le groupe Choisir Ensemble souhaite faire la lumière sur les impacts sanitaires et environnementaux des terrains synthétiques et particulièrement
évidemment du terrain synthétique de Sarre. Donc suite à l'enquête réalisée dans le magazine Question à la Une, terrain synthétique gazon maudit, diffusé le 31 octobre dernier sur RTBF, et suite à la réponse de la ministre Valérie Debu, ministre wallonne des infrastructures sportives, nous tenons à faire part de quelques éléments importants dans le dossier qui nous paraît sensible. Dans sa réponse, la ministre Valérie Debu tient à rassurer en s'appuyant sur un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques datant de février 2017. Elle met une phrase en exergue: l'exposition aux granules de caoutchouc recyclés est tout au plus préoccupante. C'est oublier que ce même rapport pointe un peu plus loin bon nombre d'incertitudes. Il existe toujours certaines lacunes dans les connaissances sur les substances présentes dans les granules de caoutchouc recyclés habituellement, utilisés en tant que matériaux de remplissage dans les terrains de sport et sur leur concentration. Les effets combinés de toutes les substances présentes dans les granules de caoutchouc ne sont pas connus et c'est très difficile à évaluer. Une information partielle, pour nous, est déjà une prise de position. Donc à ce jour, il n'existe aucune étude épidémiologique sur le long terme. Il est donc prématuré d'affirmer avec certitude que le risque est négligeable pour la santé. L'environnement a été oublié dans tout ça. On estime que le volet environnemental semble être complètement laissé de côté dans son rapport. La ministre aurait pu proposer aussi un test d'écotoxicité. Ce test est celui qui s'applique au rejet des eaux usées dans les entreprises. C'est le même. 2 tests ont été menés avec des granules de pneus provenant des 2 nouveaux terrains synthétiques de Hoton et de Namur, construits en 2017 et 2018, donc sont tout nouveaux. Les résultats sont identiques. Dans tous les essais réalisés, au contact des billes de terrain de foot, les décès des daphnies ont été enregistrés. Ça correspond à une toxicité aiguë de l'eau mise en contact avec les granules. Une analyse qui a été faite par M. Massard, qui est responsable du laboratoire de chimie environnementale et nos vigilances sanitaires. 8 terrains analysés durant le reportage de M. Morimont, journaliste de l'RTBF, aucun ne respectait le décret sol de la région wallonne. Dans ce décret, il existe toute une série de normes à respecter. Par exemple, pour le zinc, on ne peut dépasser 3000 mg par kilo. Aucun des 8 terrains analysés ne respectait ce seuil. On y retrouve 2 à 6 fois plus de zinc que ce qui est autorisé dans les terrains industriels. Tous ces éléments nous laissent dire que le nouveau cadre normatif de la région wallonne n'est que cosmétique sur l'aspect santé et totalement insuffisant sur l'aspect environnement. D'ailleurs, pour votre information, nous avons contacté les responsables d'Infrasport. Ceux-ci nous ont informé qu'effectivement des précisions doivent être apportées au laboratoire qui seront choisis en vue d'assurer la comparabilité des tests opérés. Ces informations devraient leur être transmises d'ici la fin de ce mois de décembre. En tant que commune, on ne peut plus dire on ne sait pas. Les effets sont démontrés, on ne peut pas brûler les pneus. Par contre, on peut placer sur les terrains de sport où les enfants jouent et laisser les contaminants s'échapper dans la nature. Un minimum de bon sens permet de comprendre qu'il y a un problème logique pour nous. Afin d'évacuer tout doute, et quand le cadre normatif sera arrêté, notre groupe demande au collège de faire via un marché public de service un test d'écotoxicité globale sur le terrain de sport synthétique de Sarre, sur lequel les billes caoutchouc sont présentes. Ce type de test permettra d'une part d'évaluer l'impact des métaux lourds présents dans les billes en caoutchouc sur la santé des utilisateurs, mais aussi sur la qualité des masses d'eau et des sols. Ces 2 analyses seront subsidiées à hauteur de, sauf erreur, de 50%, comme l'a dit la ministre Debu dans son courrier envoyé à l'administration, j'imagine, le 14 novembre. Selon les informations, le montant des analyses serait d'approximativement 2 500 €, je dis bien approximativement, un budget raisonnable au regard des risques potentiels encourus par les sportifs en contact prolongé avec ces billes. Nous demandons simplement d'appliquer le principe de précaution et d'assurer les parents, les utilisateurs, les bénévoles qui, de près ou de loin, fréquentent ces terrains, également de préserver notre environnement. Je terminerai donc par une question. Avez-vous déjà pris contact avec la région wallonne pour commander ces analyses? Sinon, comptez-vous le faire dans les meilleurs délais? Merci. Oui, je vais vous répondre. On a reçu bien évidemment le courrier de Valérie Debu. Il faut quand même savoir, mais je suppose que vous le savez, que les clubs sportifs n'appartiennent pas à la commune de Genève. Ce sont des ASBL privés. Le terrain de foot est privé. C'est un club privé. Donc nous avons bien évidemment pris contact avec le football club de Sarre en leur envoyant tous les documents que nous avions reçus.
et en le conseillant fortement, et je pense qu'ils l'ont déjà certainement entrepris, de lancer des analyses sur les guides de leur terrain. Mais c'est chez eux, c'est leur terrain de football, ce n'est pas communal. Donc ce n'est pas à nous, communes, à lancer un marché pour faire des études d'écotoxicité sur le terrain qui ne nous appartient pas. Mais nous avons bien sûr, nous les avons contactés, et ils sont bien au courant, et on leur a fourni tous les documents qu'on avait reçus de Madame la ministre. C'est aussi pour éviter l'anarchie dans les clubs, parce que voilà, les parents qui ont des enfants qui sont sur des terrains synthétiques, je ne dis pas le problème qui ne viendra jamais, c'est pas un souci, mais c'est important qu'on puisse donner une réponse à ces personnes, alors en bien en mal, mais juste qu'on donne une réponse. Mais si vous voulez, on pourra même écrire au nom du conseil communal en les incitant vraiment très fortement à réaliser toutes ces analyses. Contact avec le président de ça. L'information Je transmis tous les formulaires. Oui, ça fait. Je la On va pas répéter la même chose. Est-ce que je demande le subside et voilà. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que le football de ça, quand ils ont construit il y a 1 an et demi, il y a 2 ans le hôtel synthétique, ont pris, ça c'était pas obligatoire, ont pris quand même une option qui coûtait quand même 11 000 € pour faire traiter ces billes à moins 80 degrés. C'était conseillé par la société, etc. Ils ont pris cette option-là. Donc, c'est déjà peut-être mieux qu'un autre terrain. Mais il n'a pas été traité, ça, mais on reçoit les résultats comme le président de SAM a fait faire il s'est engagé à faire le test. Ils se sont engagés à le faire, maintenant si vous voulez, on peut écrire une note. Sous les informations Du conseil communal. Comme ça, on sera certain qu'ils le feront, mais je pense bien qu'ils sont en route pour le faire. De toute façon, je ne vais pas le faire pour le moment parce qu'ils auront encore des analyses chez Infrasport pour pouvoir faire une analyse correcte. Ben oui, mais Claude, pas de problème. tu dis que c'est déjà fait. Je dis bien, si les informations sont bonnes, ça devrait être fait ou ça va se faire très. Ben oui, je pense que c'est en route, en tous les Il a cas. dit qu'il le faisait immédiatement dès qu'il recevait Oui. Je pense que c'est bien fait. Bon, voilà. De les résultats, je n'en sais rien, mais d'après mes infos, Je pense que là, il est bon de prendre le temps d'analyser les choses, parce que si effectivement les analyses ne sont pas faites sur des bases correctes, alors ça ne sert à rien de les faire. Il ne faut pas user de l'argent pour rien, ça je veux dire. On ne doit pas se presser, hein. C'est pas en avoir joué 2 fois qu'ils vont ramasser une grosse maladie, mais je pense que ce serait bien en tout cas qu'on ait des critères précis et qu'on puisse répondre correctement aux parents. En fait, c'est les parents qui nous posent des questions. c'est surtout le club qui doit en faire les démarches. D'accord, merci. Didier ou Claude, question Point divers. oui. J'ai vu dans les PV de collège, le dernier, je pense, par rapport à la cohésion sociale, au plan de cohésion sociale, on aurait les critères correspondants pour pouvoir en bénéficier, ou bien j'ai mal compris? Les critères ont été revus et les directrices générales des communes ont été invitées à une séance d'information à laquelle Mme Roy a participé et donc elle nous a transmis tout à l'heure une série d'informations et on va s'y pencher vu que les délais sont aussi fort courts. Je crois que c'est le mois de juin pour rendre fin janvier. Pour fin janvier, on aura, savoir si on peut introduire. si on peut ou pas introduire. Je ne sais pas encore vraiment. Non. C'est bien comme ça que j'ai compris. On mettra les montants, je crois que pour le 1er juin, on doit, le collège, le conseil, doit avoir pris la décision. Voilà, mais Avec c'est le courant, quoi. oui, voilà. Ok, merci. Et alors, j'ai une deuxième, c'est pour Eric. Les travaux à l'école de la journée, ils en sont où? Dickey, parce que. Tout le monde y tient. Oui, je crois que tout le monde y tient, là. Oui. On a déjà discuté de l'entreprise. On a envoyé 2 mises en demeure, déjà une précédente et encore une aujourd'hui. Qui a parti aujourd'hui. Voilà, On est toujours dans les temps. on pousse un maximum, mais on fait beaucoup refaire aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont pas faites comme on les a demandées. C'est dans le cahier des charges. Oui, vous avez bien raison. Commencer. Voilà. Vous mettez un matériau au lieu d'un autre, on a dit non, on ne veut pas ça. Autre chose.
perspective de finalisation, on a plus ou Ah, moins- mais on va dépasser le temps est parti là. Mhm. C'est clair. On va avoir un amont. Donc vous mettrez les amendes. Ah oui, évidemment. Ah oui, il faut. Ouais. Ok. Ça va? Oui, merci. Bénédicte. Je suis curieuse de l'avancée des travaux à Sarre, à l'école de Sarre, il y avait aussi des problèmes de... Ah, ça c'est un plus gros dossier. Les parents sont aussi très Ah ben oui, mais ça, attentifs à ça. Et, oui, mais quand vous avez un gros chantier comme ça où il y a une faillite, oui, c'est bien. on doit relancer et tout, et on a changé d'architecte, et l'architecte est en train de finaliser, puisque il faut qu'il adapte évidemment en fonction de ce qui a été fait, en fonction de certaines choses qu'il doit refaire aussi. Et donc il est en train de travailler dessus, et normalement c'est Fin de ce mois-ci. fin de ce mois, non, fin février, non, mi-février. Oui, mais Que- on passe Donc, Et on on partait est de dans février. Pour le cahier de charge. Non, parce que s'il y a des fuites, et il y en a de temps en temps, on fait intervenir un ancien sous-traitant de l'entreprise qui a travaillé pour moi avant pour régler les problèmes, puisque il y a une partie de la toiture qui est faite et une autre partie qui est ancienne. Et donc, au lien évidemment entre les deux, c'est pas évident, il doit intervenir. Je crois que c'est encore cette semaine, la semaine passée, il est encore intervenu. Ok. Ok, pour tout le monde. Bonjour, petite pour la route. Ça concerne le Ravel. Oui. Donc j'ai lu là dans le journal jeudi qu'à l'initiative du ministre wallon Di Antonio, le gouvernement wallon a approuvé un octroi d'une enveloppe de 7 234 000 € pour la concrétisation de nouveaux projets en matière de mobilité douce. Oui. Donc il y a deux types de projets qui ont été retenus, l'aménagement des nouveaux accès au Ravel et la création de nouvelles liaisons entre les zones d'habitation et les pôles d'activité économique. Oui. Ça c'est ce que j'ai lu. Donc Chalais fait partie des communes qui recevront le subside. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui sera réalisé grâce à ce subside dans l'état actuel des choses? Je vais vous éclairer, vous allez voir, c'est très surprenant. On a en fait introduit deux dossiers de liaison de Ravel, enfin de liaison entre des pôles habités et réservoir Ravel. Donc on a la liaison du Ravel à Sarre, avenue Jongen, quand on sort du Ravel, pour revenir sur la place de Sarre, donc en passant par l'atelier rural, et puis revenir sur la nationale, repasser par la rue de l'école, retraverser la nationale et arriver à la place de Sarre. Et un autre dossier qui était déposé en même temps, qui était terminer la liaison du tour de la Gillette, mais le tour de 14 km et pas le 20. Hein. Donc, et on nous a dit qu'on avait un dossier qui était accepté. Un dossier est accepté. On a téléphoné à la région wallonne pour savoir lequel, ils ne savent pas nous le dire. Je n'en sais pas plus, mais personne n'a été capable de dire quel dossier était retenu. On l'aura au-dessus du sapin. Parce que, Non, non, parce qu'en fait, on a téléphoné, mais alors il y a dans leur réponse, il nous parle de la Gillette, et puis dans notre réponse, il parle du Ravel, dans le même dossier, alors que c'était deux dossiers séparés. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, ils ne savent pas le même. Hein. on a participé à la réunion qui a lieu à l'hôtel Verviers lundi avec Francis. Mardi. Mardi, pardon. Et là, on a parlé avec un monsieur de Liège Métropole qui lui nous disait c'est la métro autorisée entre ça et la cabane des moutons, donc sur le dessus, là où c'était empierré. Au-dessus Non, parce c'est pas ça, que donc. Et là, honnêtement, moi, je ne comprenais plus rien. C'est pour ça que je pose la question à vous. Parce que C'est un autre dossier. c'est encore un autre dossier, ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est encore Un autre dossier. Oui, mais non, C'est pas lié à ça. Non. D'accord. Mais pour revenir sur le Ravel, les travaux commencent le 7 janvier. Le Ravel, l'aménagement du Ravel, ça commence le 7 janvier par des travaux d'élagage et d'abattage d'arbres. Et puis après, les travaux continuent. Mais voilà, que ça termine l'ordre du jour. Merci à toutes et à tous. Alors, je profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année au nom du conseil communal. Aussi bien à nos habitués ici en soirée, ou même à toute la population qui nous regarde via les réseaux sociaux.
Voilà, une bonne fête à toutes et à tous, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Merci.